Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de mon dernier podcast. Aujourd'hui, je reçois un gars que j'aime beaucoup par son parcours, par sa classe, par son imagination, il a énormément de talent dans ses créations de contenu. Vous l'avez déjà probablement vu dans des vidéos qu'on a pu faire ensemble. Je n'ai plus besoin de présenter Monsieur Kevin Deep Style. Make some noise. C'est bon, tu m'as mis dans l'ambiance. Tu m'as mis dans l'ambiance carrément. Donc ouais, merci Christian, merci énormément. Les gens savent pas, tout le monde sait pas que je m'appelle Christian. Mais c'est cool que tu le dises. Les gens vont le dire. C'est qui lui? Non, merci Dikosh. Je suis content d'être ici aussi et tu sais que d'habitude, sans faire la star, j'aime pas forcément faire des podcasts, des choses comme ça, mais on a déjà travaillé ensemble, j'apprécie l'univers, j'apprécie l'énergie et je pense qu'il y a des choses intéressantes à partager. Pour moi, t'es un mec ultra intéressant. Ultra intéressant. Merci. Et voilà, j'aimerais qu'on partage avec toi sur ta vie, sur tes expériences. Bien sûr. Et est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais exactement, Kevin Deep Style? Parce que il y a beaucoup de gens qui te suivent sur Internet. Il y a peut-être des gens qui vont te découvrir. Si je devais me présenter rapidement, d'abord, je m'appelle Bourgade Kevin. D'accord. Je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans et de formation, je suis juriste. Mais il faut savoir que de base, moi, j'ai toujours voulu être dessinateur. Ouais. J'ai toujours kiffé, dans un premier temps, le manga, la mode, le street art et toute cette culture qui est autour du dessin, du beau. Et sauf que mon beau-père m'a dit, mais Kevin, dessiner, ce n'est pas un travail. Donc tu vas aller me chercher quelque chose de plus sérieux. Donc j'ai fini juriste, ou du moins j'ai fait des études de droit. Ouais. J'ai adoré les études que j'ai faites parce que ça portait sur la société. Et ça me rappelait aussi les paroles de mon père qui me disait, ce sont des paroles assez violentes, mais qui me disait, dans la vie, il y a les baiseurs et les baisers. Et si t'as envie d'être du bon côté, t'as intérêt de faire de grandes études. Il est quelle origine de ton beau-père? Faut savoir que c'est un Français, c'est un blanc, mais voilà, il a grandi dans des milieux, on va dire, plus difficiles. D'accord. Et il est un peu de cette vieille France où je pense à tort aujourd'hui, qu'il est indispensable de faire des études pour se forger et pour se créer. Mais bref. Donc moi, pendant longtemps, j'étais dans ce schéma de on va faire des études, on va créer quelque chose de scolaire. Et résultat des courses, le naturel chasse le naturel et il revient au galop. Ouais. Et c'est dire que j'ai fait 5 ans juriste et je me suis fait chier, mais réellement, j'ai essayé de me mentir. Hein. La vérité, c'est que j'ai essayé de me mentir. Ouais. Dire, tu bouffes, c'est bien, c'est cool d'aller au taf et tout. Sauf que résultat des courses, tu rentres chez toi, t'es pas forcément bien. Et petit à petit, tu t'en remets à ce qui est une part de toi, la création. La créativité. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Mais qu'est-ce que tu fais exactement? Maintenant, qu'est-ce que je fais exactement? Je parle de mode, ou du moins, je donne ma vision sur la mode masculine, sur comment l'homme peut s'habiller. Mais pas n'importe quel homme. Pas le gamin de 15-16 ans. Ouais. Je te parle vraiment du mec. À l'origine, c'était mon objectif, c'était de parler à des gars qui viennent de sortir de l'université, qui ont peut-être un plus gros budget, qui ont cette culture hip-hop, qui ont envie de grandir dans leur tenue vestimentaire, mais qui n'ont pas forcément envie d'être trop guindés, tirés à 4 épingles, costumes, cravate et compagnie. Donc l'idée, c'est de montrer aux hommes que tu peux être élégant tout en étant dans cette idée de confort, tout en métissant peut-être aussi les univers, en allant chercher du street, du workwear, du preppy, en foutant tout ça là-dedans, et toujours Dikosh, toujours avec l'idée de la bonne humeur. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés, je pense aussi, dans nos créations, dans notre travail, c'est toujours la bonne humeur. Tu sais, sur Instagram, t'as un peu le mec, qui traverse la route, regard viril, moi je suis un beau gosse, moi je suis ceci, moi je suis cela. Et en fin de compte, il caricature
une image de la virilité qui nous vient de la publicité, qui nous vient du cinéma. Et je trouve que c'est pas personnellement très intéressant. Moi, je préfère rester moi-même. Est-ce que tu as la classe comme ça tout le temps, Kevin? Ça, c'est vraiment la question que tout le monde se pose. Donc, le gars, je sais pas si vous voyez bien, mais on va falloir faire un petit... Est-ce que tu peux nous décrire ta sable du jour? Parce que Kevin, c'est le genre de personne, quand tu es à côté de lui, tu es content parce qu'il te donne une énergie, mais après, tu t'arrêtes comme ça et tu remets ta vie en question. Tu te regardes, tu te dis, mais... ce gars-là, il y a un autre niveau dans la sape. Toi, t'es là. Lui, regarde le détail, la bague, la montre, la barbe toujours bien taillée. T'es là, tu dis, mais, donc, toi, t'as fait un effort, mais tu regardes Kevin, tu dis, mais, est-ce que je suis un pouilleux aujourd'hui? Non, Kevin, là, ça, j'aime bien chez lui. Il a toujours une classe incroyable. Merci, là, est-ce que tu peux nous décrire ta sape? Décris-nous ta sape. Bon, déjà, dans un premier temps, non, c'est pas vrai. Je suis pas tout le temps bien habillé. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Un jour, je promène mon chien et il y a un fourgon de police qui s'arrête à côté de moi. Le van ouvre et c'est un Renoir policier. Il me dit, Kevin, je te suis sur Instagram. Ça fait bizarre de te voir comme ça. Et j'étais en pyjama, quoi. J'étais en mode. Attendez. Parce que le pyjama de Kevin, c'est pas le pyjama de tout le monde. Je suis sûr que même en pyjama... Non, pour le coup, franchement, tu sais, je promène mon chien, je vais dans la boue, donc je vais chercher des vieilles chaussures qui sont déjà bien abusées, bien abîmées, par la boue. J'ai un vieux jogging tout éclaté, je mets mon manteau par-dessus, et oui, effectivement, ça ressemble à que dalle. Sur ma tenue du jour, en fait moi je suis très matrixé par ce que proposent les Coréens et plus largement les Asiatiques. Je vais en Corée d'ailleurs en février. Je vais en Corée en février pour tout simplement pour la SAP. Et là aujourd'hui, ce que je porte, c'est une veste qui a été créée justement par un Coréen avec un pantalon sur mesure, un pantalon taille haute toujours. Et tu peux citer les marques ici. Il y a pas de. Ouais, il y a pas de problème, il y a pas de souci. Bon, en gros, cette marque, cette veste, elle vient de chez Sifan, S-E-E, espace F-A-N. Le mec, en fin de compte, son truc, ça fonctionne tellement bien qu'il a pas de compte Instagram, il a pas de site internet. Il est rue Pastourelle sur Paris, une petite boutique caché et il fait son chiffre comme ça et il en a rien à cirer et ça fait 10 ans qu'il existe mais est-ce que c'est accessible en termes de prix? Tout dépend. Moi, ça arrive certaines fois que je me fâche avec la communauté TikTok parce que t'as certains qui me disent c'est pas accessible. Mais en fait, on nous avons tellement été habitués à acheter des vêtements et des pièces qui coûtent 30 balles, 20 balles, que quand on te parle d'une belle veste qui a été bien faite avec de belles matières et coûte 250 €, tout le monde est aux abois. Mais t'as ouf, quoi. Et bon, après, j'ai peut-être aussi un niveau de vie qui fait que, avec la création de contenu, on me passe des vêtements et tout. Donc, je suis capable de me rendre compte aussi, de mon côté, que si je n'avais pas ces possibilités, peut-être que je ferais d'autres achats. Mais voilà. Le foulard, c'est un truc que j'ai chopé en fripe. Et mon pantalon, c'est un pantalon sur mesure qui a été fait par Swan. Et c'est un très, 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 très beau pantalon taille haute avec une belle flanelle. Et puis, je vois. Voilà. Même dans ces termes, c'est détaillé. Vraiment, tu apprends. Chacune de ces phrases, si t'es dans la mode, faut les déguster. Parce que dans chacune de ces phrases, il y a des mots techniques. Moi, je me suis arrêté à bouton de manchette. Lui, il parle il dit des mots déjà, genre flâner. Donc, tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment de la poésie quand tu parles de la mode. T'apprends step by step aussi, hein. Moi, il y a plein de choses que je ne connais pas. C'est vrai. Et sans fausse humilité que je dois encore perfectionner, que je dois apprendre. C'est vrai. Donc vraiment, toi, c'est la mode, quoi. Toi, ton univers actuellement, c'est la mode. C'est quoi le quotidien? La mode, est-ce que la mode, c'est pas plus un prétexte, en fin de compte, pour laisser parler la créativité? Je pense que c'est ça. Toi, c'est un peu pareil. Tu vois, toi, c'est le rire pour laisser parler ta créativité. Je pense que après, oui, effectivement, je suis un amoureux de la mode. Et parce qu'il faut aussi un fil conducteur et une stratégie sur Instagram. Mais j'adorerais, si j'en avais la possibilité, de parler d'œuvres d'art africaines. J'ai des masques chez moi, des sculptures africaines. Alors, pas d'époque, parce que ça va donner une blinde. Ouais, j'ai vu, je me souviens. J'ai des causes. Voilà. Il y a un véritable plaisir autour de la créativité, l'art, la création, de ce qui transmet. Parce que un vêtement, on peut en parler rapidement. C'est aussi une façon de parler de soi. Alors, il y en a beaucoup qui vont se cacher derrière du noir. J'ai une phase comme ça. J'ai une phase très
Très. Non, mais c'est vrai, c'est bizarre, ça correspond à une phase difficile de ma vie où j'avais pas envie de me prendre la tête, où c'était peut-être un peu bresson, ou peut-être. Après, le noir, ça a l'avantage d'être classe. Moi aussi, oui. D'être Mais classe ça, c'est quand et c'est d'être maîtrisé, choisi. exactement, et simple. Et moi, je voulais aller à la simplicité. J'avais tellement de choses dans la tête que je voulais continuer à bien m'habiller, mais je voulais m'habiller rapidement, tu vois. Bien sûr. Donc, le noir, souvent, je me penchais vers le noir, et il y a toute une période de ma vie où je mets beaucoup de noir. Après, j'aime beaucoup le noir aussi en soi, tu vois. Mais c'est vrai que ta tenue peut dire beaucoup de choses sur ta personnalité, sur ton état d'esprit, sur moi, il y a des gens, je sais, je vais bien m'entendre avec eux juste parce qu'ils sont bien sapés ou qu'ils sont sapés d'une certaine manière. Bien sûr. Il y a des gens qui vont faire. Après, c'est pas tout le temps le cas, mais il y a des gens, je les vois, je me dis, ah, lui là, elle là, elle a mis des ballerines chaussettes. C'est pas possible. C'est pas possible. En tout cas, tu n'auras pas la. Faut faire attention parce qu'il y a certaines nanas qui en ballerines chaussettes ont la créativité, ont un savoir-faire. Et des fois, tu te prends un gros coup dans la figure parce que tu dis, mais attends, mais. Je suis d'accord avec toi. C'est possible ce truc. Je suis d'accord avec. Il y a des gens qui m'ont mis d'accord avec des choses, avec des règles. Pour moi, c'était des fashion faux pas. Mais il y a des gens, ils peuvent le faire parce que ils vont le porter avec avec tellement d'assurance, parce que c'est une part d'eux. Classe. Parce que c'est une part d'eux. Et on revient à ce qu'on disait à la base sur la création et sur le vêtement. Le vêtement, c'est une part de toi. On est d'accord. C'est une part de, et consciemment ou inconsciemment d'ailleurs. C'est comme. Je sais pas si tu te souviens du pantalon chinois. Ouais, lequel? Le pantalon chinois qu'on mettait quand on était plus jeune. C'était un pantalon, je sais pas si tu l'as eu toi, mais en tout cas moi, ma génération, il y avait un pantalon qui était à la mode, on appelait ça le pantalon chinois. C'était un pantalon, c'était un jean avec un élastique au bout et sur la cuisse, t'avais des inscriptions chinoises. Quand tu regardes la chose, c'est un déchet. C'est un déchet que tu dois mettre le jour du ramassage des poubelles devant chez toi. Mais tout le monde l'a porté. Mais moi, ce qui me fait rire dans la mode, c'est qu'il suffit d'un gars. Un gars qui a assez de couilles pour porter un truc qui peut sortir de l'ordinaire et qui va le porter avec une telle aisance qui va dire demain, c'est ça la mode. En tout cas. Et tout le monde va le regarder et va dire finalement, pourquoi pas? Et tout le monde va se mettre à porter un pantalon chinois avec des inscriptions chinoises, un jean dégueulasse, mal fini, gris métallique. Mais maintenant, ça va peut-être un peu plus loin. L'exemple que tu me donnes, moi, ça me fait penser au Balenciaga Triple S, tu vois. C'était quoi? C'est la Balenciaga avec la basket. Oui, c'est une basket avec les 3 semelles Triple S. Oui. Pour 3 semelles. Le truc, c'est un mastodonte. C'est un paquebot. Tu peux sauver des gens avec dans l'eau, oui. Et le truc, c'est que à partir du moment que telle ou telle personne l'a porté, que ça vaut un certain prix, qu'il y a aussi une marque dessus, eh ben, ça t'apporte une certaine, certaine reconnaissance sociale, un biais social, et les gens le mettent, le portent. Ça, c'est ce qui vient, selon moi, parasiter clairement la mode, et c'est ce côté de la mode que je n'apprécie absolument. Ouais, on a eu un vrai débat. Et donc, tu penses qu'on est des moutons, en fait? On est des moutons. Ouais, il y a une sorte on veut tous paraître riches, ou paraître comme un tel. Ouais, il y en a beaucoup. Et c'est vrai qu'on a eu une vraie discussion. Moi, ce que j'avais kiffé dans ta rencontre, dans notre rencontre, c'est que tu m'as reconnecté avec la coupe. Moi, j'ai jamais vraiment été un mec de la marque, enfin pas de la marque, mais du logo. Du box logo, ouais. Exact. Ouais. J'ai jamais été un mec du logo. J'ai toujours été un mec de la coupe et tout. Et toi, tu m'as fait découvrir des créateurs. Tu m'as refait découvrir. Il y a un truc qui est très frustrant quand t'es un gars, c'est que très vite t'as l'impression de faire le tour. Et toi, tu vois des sapes. En tout cas, quand t'es un mec lambda qui est en dehors de la mode, par exemple. Et ce qui était intéressant avec toi, c'est que dans ton discours, dans ta manière d'apporter les choses, tu vas dire, t'es un homme, mais tu peux t'habiller différemment chaque jour, tu peux faire preuve d'imagination. Et vous êtes quelques-uns que je suis sur les réseaux, mais toi en particulier, vous êtes dans cette dynamique. Et sur une tenue ou sur un combo d'habits, tu vois, tu vas pouvoir faire plein de tenues, tu vas mélanger des coupes et tu vas pas t'intéresser au logo, toi, tu vas t'intéresser à la matière, tu vas t'intéresser à la coupe, tu vas t'intéresser, tu vois, ou même toi, tu vas plus loin, tu t'intéresses au mec, tu m'as présenté une marque, je me souviens ce qu'il y a Vini et tout. Ouais. Toi, quand tu me parles d'une marque, t'es capable de me dire, le mec, il fait ça là-bas,
il crée de telle manière, pourquoi est-ce qu'il crée ça, par où il s'est inspiré, ça c'est ce que je veux dire. Et direct, ça donne une dimension poétique, ça donne une dimension culturelle et t'attaches plus d'importance au travail du mec. Et là, t'as envie, ce que je trouve intéressant avec toi, c'est que ça te donne envie de payer plus cher pour de la qualité, de payer plus cher pour des vrais mecs qui taffent, pas payer plus cher pour acheter une veste. Même si des fois ça me fait du bien d'acheter une veste chez Zara, mais c'est pas la même chose de donner 200 euros à une veste à Zara et donner 200 euros. Par exemple, si on recite encore Schiavini, un créateur qui est à Paris, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même démarche. Et toi, tu m'as un peu, peut-être que je suis tombé un peu dans le mainstream, tu vois, de la mode, mais parce que c'est pratique. Mais parce tu que vois. c'est pratique. C'est pratique. C'est pratique. Faut pas jeter la pierre, en fait. On est d'accord. En fait, t'as une génération auquel j'ai fait partie où nous sommes arrivés sur les réseaux et on a dit aux gens, ouais, vous êtes des grosses merdes, les gars, parce que vous achetez du Zara. Vous devriez avoir honte de vous parce que vous achetez du Zara. Et j'en ai fait partie. Moi, je fais mon mea culpa. J'en ai fait partie. Ils font travailler des Ouïghours, ils font travailler des ceci, ils font travailler des cela. C'est pas bien. Ouais, mais des Zara, t'en as dans tous les centres commerciaux de France et quasiment dans tous les centres commerciaux du monde. La facilité amène à ce que les gens aillent chez Zara. Et t'as aussi le fait que t'as des, comment ça s'appelle, t'as des marques, donc du moins t'as une marque Zara qui copie tellement bien avec une qualité qui tend à s'améliorer. Attention, je ne suis pas en train de faire la pub de Zara, mais je suis en train de, avec plus de hauteur et moins le côté moralisateur, je suis en train de dire, les gars, faites attention. Effectivement, pour beaucoup, ça devient facile d'aller chez Zara et notre rôle à nous, si on veut l'éviter, c'est d'essayer d'être au maximum pédagogique, c'est d'essayer d'éviter de faire l'homme ultra viril et de fermer toutes les portes à la connaissance, mais plutôt de les ouvrir, d'accompagner, d'aider et de continuer à apprendre nous-mêmes. Parce que la vérité est aussi là. Mais surtout qu'un bon pantalon de chez un tailleur avec de bonne qualité, sur le temps, c'est prouvé que ça dure plus longtemps qu'un pantalon acheté chez Primark. Alors là déjà Primark c'est à éliminer directement. Zara, moi on m'a offert un pantalon noir chez Zara, ample avec une pince. Quand je le compare avec le pantalon que Swan m'a fait, noir aussi, avec une seule pince, c'est vraiment en termes d'esthétisme, tu as les deux produits qui viennent d'être achetés, les deux sont très beaux. Sauf qu'effectivement sur la durée, tu te rends compte que une laine tombe mieux que l'autre. Tu te rends compte que l'un s'abîme beaucoup plus vite. Tu te rends compte que pas l'autre. C'est ça. Donc voilà. Mais enfin bref. Ouais, non, c'est intéressant. Et est-ce qu'aujourd'hui tu parlais du manga tout à l'heure et ton appétence pour le dessin, pour tout ce qui est artistique. Toi, l'objectif aujourd'hui, c'est d'évoluer vers toujours avec en ligne de mire la mode et l'influencer de tes différentes passions, le manga, ou c'est juste mode mode et après tu passeras à un autre thématique. Non, je pense qu'on est bien dans le premier, tu m'as cerné, hein. Nous sommes bien dans le premier cas. En fin de compte, je pense que lorsque tu as difficulté à te distinguer sur les réseaux sociaux, c'est parce que tu ne laisses pas parler ta personnalité. Et ta personnalité, elle se grève autour de différents centres d'intérêt. Quand tu regardes mes vidéos, dernièrement, nous avons fait une vidéo avec mon copain Alexander. C'est un Cubain le mec, il a 42 piges, il a chanté dans des jazz clubs et là on fait une vidéo ensemble et moi la musique c'est quelque chose aussi qui me fait plaisir. Je collectionne des vinyles, j'adore ça. Donc voilà, t'as ça. J'ai fait une vidéo sur l'homme noir est beau et intelligent. Alors certains ont très mal compris cette vidéo, mais tu vois là c'est mon côté politique qui revient. J'ai fait des vidéos sur, j'ai repris un poème de James Baldwin et c'était c'était atterrant de voir à quel point dans les commentaires les gens ils disaient je comprends que dalle, qu'est-ce qu'il raconte lui, il s'habille et en même temps il y a un poème en dessous, c'est quoi ce bordel. Mais les gens ont du mal à te cerner, t'as l'impression?
certains, parce qu'en fin de compte, et je vais paraître très arrogant face caméra, mais c'est une vérité, certains passent leur temps à consommer du jus de merde sur Instagram, et quand il y a de la culture qui leur tombe dessus, même à petit niveau, parce qu'attention, je ne prétends pas du tout que mes vidéos sont des jets de culture, c'est trop un truc de ouf ce qu'il fait. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que je suis en train de te dire, c'est quand il y a un petit peu de culture, les mecs, ils sont tellement hors sol à consommer des fesses, et quand ils tombent sur quelque chose de... Kevin, t'as jamais consommé une fesse? Attention. Kevin, attention. Attention. On va couper ce moment parce que Kevin est marié. Mais on se confond. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui fait que j'ai un peu la sensation que certaines fois, voilà, les gens sont un peu en mode, what, c'est quoi ce bordel? Ouais, je vois le délire. Ouais, non, c'est... Mais je pense que c'est important, oui, d'alimenter de ça, de ces différents plaisirs, de ces différents kiffs. Ça crée aussi le personnage qu'on connaît sur Instagram et ça te permet de scinder d'un mec, parce qu'il y en a combien aujourd'hui qui font de la mode sur Instagram? Il y en a des millions. Il y en a beaucoup, ouais. Il y en a des millions. Il y en a beaucoup. Mais oui, mais après, chacun apporte, j'imagine. Après, voilà, tu peux te démarquer. Il y a autant de... Bien sûr, c'est ça. Et comment est-ce qu'un mec comme toi fait des thunes? Si tu veux en parler. Bien sûr. Mais comment est-ce que quand je pense que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Moi, on me la pose souvent la question. Peut-être que c'est la même chose pour toi, mais comment est-ce qu'un mec qui a probablement bac plus 4, 5, 6, qui est dans le droit, décide de tout plaquer et d'aller créer du contenu sur Internet, comment est-ce qu'il vit? Parce que c'est pas du tout tu passes d'un cadre plus à un cadre ultra précaire. Voilà, probablement quand tu vas débuter un statut ultra précaire, bien sûr. tu peux être intermittent comme tu peux être auto-entrepreneur. Ouais, bien sûr. Comment est-ce que Kevin Type Style comment tu fais de l'argent, tout simplement? Il y a pas de en France, on a un gros tabou sur l'argent et comment faire. Il y a pas de tabou ici, nous c'est la vérité, ouais, on balance tout. La vérité, c'est que bon, t'imagines bien que moi, mon objectif, c'est d'accompagner les gars sur comment mieux s'habiller. Ouais. Et j'ai toujours fait en sorte dans ma stratégie que mes vidéos n'aient pas l'air de publicité et qu'en fin de compte, le vrai, c'est sincère, hein, l'objectif premier, c'est de te donner un conseil. Donc forcément, la publicité derrière, elle est facile à réaliser. C'est dire que là, j'ai une chaussure à te vendre, je vais te dire, bah voilà, en été, c'est un très bon ou non. Je refais. J'ai une chaussure à te vendre, semelle commando, bon cuir, t'es pas très grand de taille. Donc, pars sur une semelle commando, pars sur un bon cuir parce que voilà, c'est important pour la durée, les cacahuètes, mes bananes, nanani, nanana. Cette couleur, moi, j'aime bien, et c'est vrai, j'aime bien, parce que tout ce que je présente, généralement, je l'aime. Et ensuite, voilà comment tu peux le porter. Bah, j'ai fait une pub pour une paire de pompes. D'accord, c'est très intelligent. Et au lieu de venir et dire achète cette pète de pompe ou alors que tu crois pas du tout. Alors que tu crois pas. Donc voilà comment je fais de l'argent, mais attention, c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu dois avoir une ligne directrice. Moi, il y a certaines marques qui sont venues me voir et qui m'ont dit vas-y, tiens tel billet pour faire telle chose. Je vais pas dire la marque, mais j'ai refusé 10 000 balles parce que très honnêtement, j'étais pas en phase avec la marque. J'ai déjà refusé des billets qui étaient assez importants parce que j'étais pas en phase avec la marque. Ouais, c'est important. Et quand tu es en phase avec une marque, faut bien faire attention. Parce que certaines fois, elle n'a pas les budgets que toi, tu veux. Exactement. C'est ça le pire. Ouais, donc, c'est compliqué. Effectivement, j'étais dans une vie de juriste où à tous les 3 du mois, 4-5 du mois, boum, gling, tu récupérais ton argent. La vérité, c'est que j'allais au taf et que j'étais pas forcément joyeux. On pourra peut-être en parler après. Et là, je suis dans une vie où t'es là un peu en mode oula, est-ce que le loyer on le paye à la fin du mois? Exactement, parce que il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que moi souvent quand je parle d'argent avec certaines personnes qui sont pas dans le milieu, j'évite des fois j'en parle j'en parle seulement si je sens que la personne elle a visé. Des fois je parle pas trop. En tout cas, à certaines personnes je donne pas des chiffres parce que par exemple tu as dit 10 000 euros. Il y a des gens qui vont entendre, ils vont se dire 10 000 euros c'est énorme. Mais faut nuancer le propos parce que quand toi tu gagnes 10 000 euros, c'est probable, t'es salarié, probablement c'est 10 000 euros tous les mois ou 10 000 euros. Si t'es ultra précaire à l'année. Nous, on est un peu comme des auto-entrepreneurs. On est des auto-entrepreneurs. Quand on gagne 10 000 euros, à ça faut enlever toutes nos charges. Et tu gagnes 10 000 euros et t'es même pas sûr de regagner encore un sou après. Bien sûr. Donc faut que tu te dises,
que ces 10 000 euros, ça se trouve que tu vas les utiliser sur un mois. Si tu les utilises sur un mois, c'est génial. Là, c'est génial. Mais la plupart des fois, les 10 000 euros que tu gagnes, faut que ça tienne sur 5, 6 mois. Des fois, même, c'est le seul 10 000 euros que tu vas gagner à l'année. Et c'est ça la particularité. Et c'est ça que je trouve intéressant chez toi. C'est que t'es passé t'es passé d'un statut de salarié où chaque mois t'as un salaire à un statut d'auto-entrepreneur. Mais je pense qu'il faut pas non plus mentir non plus aux gens. La vérité, c'est que en étant juriste, j'ai pu mettre de l'argent de côté en un. En deux, j'ai attendu, bien sûr, que ce soit quand même assez périn et que j'ai quand même des entrées d'argent avec la création de contenu qui soit quand même assez pérennes pour me dire bon, je lâche le bord, j'y vais à 100%, tu vois. Mais je suis pas à l'abri que demain, suite à un bad buzz, suite à X ou Y ou Z raison, j'ai plus d'entrée d'argent et que les choses soient plus difficiles. C'est pour ça que, à côté de la création de contenu, dans la vraie vie, j'ai presque envie de dire, j'essaye de faire du stylisme, j'essaye de faire de la direction artistique, j'essaye de varier. Et de toute façon, c'est mon plaisir, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'apprécie. Donc voilà. Et tu commences plus ou moins à répondre à la question d'après, c'est à quel moment tu te dis, vas-y, j'ai un bac plus 5, je plaque tout. Bac plus 5, hein. Oui, c'est ça, ouais. Bac plus 5, je plaque tout. Et je vais vers mes passions. Encore une fois, je vais refaire l'histoire et peut-être que t'as certains qui vont se reconnaître dedans. Ndikosh, toi le premier. Moi le premier, oui. Toi le premier, c'est que, tu vas... je vais me foutre à poil. Je fais mes 5 ans d'études, mec. Et durant ces 5 ans d'études, je fais 6 ans parce que je rate ma première année de droit. Il faut savoir que je me considère pas comme étant le meilleur. Loin de là. Par contre, je suis un bosseur. Je suis un putain de bosseur. Je donne tout ce que j'ai. Donc, je passe toujours à 11 de moyenne, 12 de moyenne. Mais dans une fac de droit, c'est pas dégueulasse. C'est très bien, même. T'arrives dans le travail. La réalité te rattrape. La réalité te rattrape. Et très rapidement, j'ai mes collègues qui me disent, mais toi, Kevin, pour rigoler, hein. Ils disent, mais toi, Kevin, tu devrais plus travailler à la com, hein. Parce que je suis un mec, je vais un peu de tous les sens, tu sais. Je suis pas le juriste organisé, rigoureux, droit. Bref, qu'est-ce que je suis en train d'expliquer, là? Je suis en train d'expliquer que je rentre dans le monde du travail et que je me rends compte petit à petit que je ne ressemble pas à ce que devrait être un juriste. Et là, le commencement du « est-ce que je suis à ma place ici ?» a fait son chemin dans ma tête. Donc, je continue. Et en fait, il y a des expériences qui me traumatisent. Une première expérience, c'est une de mes amies. Je l'appelle, ça fait longtemps que je l'ai pas appelée. Je dis, ah, comment tu vas Et elle me dit, c'est marrant que tu m'appelles aujourd'hui. Je lui dis, ah bon, pourquoi? Elle me dit, on vient m'annoncer que j'ai un cancer en phase terminale. Et là, j'ai niqué l'ambiance, je sais. Mais là, je pense à la moquette par terre. Je pense au néon au plafond, à la porte rouge et à ma boss qui rentre et qui me dit, tu as réglé tel dossier. Parce que à ce moment-là, tu penses pas à ton fils. Tu penses pas à ta famille. Tu penses au fait que tu es en train de gaspiller du temps dans un endroit que t'aimes pas forcément. Laisse tomber. Donc ça, c'est un premier déclic. Le deuxième déclic, il est tout aussi violent et peut-être certains le considéreront méchant, mais quand tu regardes tes collègues, alors pas tous, mais certains, tu purée. Le gars là, il a juste 50 plus que moi. Mais il est en train de prendre une bedoche. Il s'affaisse. Il arrive avec sa gamelle floquée, le nom de son métier dessus. Il dit, oh, on est lundi matin, et il dit, oh, vivement le week-end. Hein. Oh, ça va bien? Ouais, comme un lundi. Celle-là, celle-là peut me tuer. Et là, mais à partir de ce moment-là, tu dis, purée, est-ce que, en fin de compte, est-ce que je suis pas en train de faire de la D, là? Donc, c'est intéressant, ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Vas-y, pardon, continue. Donc, tu dis, est-ce que je suis pas en train de faire de la D, là? Imagine, demain, on me dit, gros, en fait, t'as un cancer, il te reste 2 piges. Qu'est-ce que tu fais, mec? Tu sais, moi, ce qui m'a, moi, j'ai un peu le même parcours que toi, longues études, bac plus 5, j'arrive dans une grande banque, je suis au service des achats.
quand j'ai commencé mes études, c'était mon objectif. Ouais. Parce que mes parents voulaient que j'ai des diplômes. Voilà, bien sûr. Après, bien sûr. t'as une histoire. Oui, bien sûr, mais t'as aussi un respect pour moi. On se devait, en tout cas, moi, je me devais de réussir pour mes parents. Pour moi aussi, mais pour mes parents. Parce qu'il faut pas oublier, en tout cas moi pour mes parents, mon père il a tout quitté au bled, il est venu en France, il a traversé l'Afrique, il avait pas de raison de se barrer de l'Afrique, mis à part, lui voulait faire ses études et offrir un meilleur Cadre de vie avenir à ses enfants. à ses enfants. Ouais, ouais. Donc moi, déjà par respect, je devais pour mes parents ils voulaient le bac et ils voulaient que je réussisse ma vie, minimum. J'ai eu le bac, j'ai poussé jusqu'à bac plus 5, ça a rendu fier mes parents, tu vois ce que je veux dire. C'est le minimum, en tout cas pour moi c'était le minimum. J'avais aussi réussi à trouver un taf qui me plaisait, en tout cas sur le papier. Pour moi le modèle de réussite c'était le gars qui se lève le matin, costard, cravate, tu vois. Pour moi, c'était un modèle de réussite parce que moi, mes darons, ils ont dû faire le ménage, ils ont dû se casser le dos à faire des chantiers, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour eux, en tout cas, le modèle de réussite, c'était ça. Et c'est ce qu'ils m'ont inculqué, transmis, tu vois. Et dans ma tête, du coup, dans mon cerveau, dans mon logiciel, c'était ça le modèle de réussite. Donc, je suis allé vers ça. Sauf que quand je suis arrivé là-bas, t'arrives le matin, je suis diplômé, tout t'arrive le matin, t'es dans un monde, tu te dis, mais c'est pas moi ça en fait. Non, c'est pas toi. Et moi aussi, j'ai un peu un déclic avec mes collègues. Je voyais, moi, je suis arrivé, t'as vu comment je suis lunaire et tout. Bien sûr. J'arrivais tout le matin. Moi, j'ai toujours été attiré par le théâtre et le sport quand j'étais jeune. J'arrive le matin, moi, je suis très, je parle avec les gens, il y a pas de pétant, tu vois. Il s'avère que quand je suis arrivé dans l'entreprise, mes collègues, comme ils ont vu que j'étais peut-être différent et extérieur aussi, nouveau, tu vois ce que je veux dire, et que ils ont commencé à se confier à moi, tu vois. Et j'avais des pères de famille, des mamans proches de la retraite qui se confiaient, qui me disaient clairement, à demi-mot, j'en peux plus d'être là. Mais bien sûr. T'entendais, je pouvais entendre leur souffrance, j'en peux plus d'être là. Et je leur disais, mais pourquoi est-ce que vous vous barrez pas? Mais ça se voit physiquement. Ils me disaient, physiquement même. Et ils me disaient, toi, tu peux pas comprendre, t'es jeune. Là, maintenant, nous, on a une maison, on a un crédit. En gros, c'était ça la réponse. On a une maison, on a un crédit, on a ceci, ce qui est une vérité, hein. Oui, non, c'est très bien. C'est aussi très bien. C'est aussi très bien. Je dis pas le contraire. Sauf qu'on peut pas se barrer. Et moi, j'étais là, mais je lui dis, si, tu peux te barrer. Oui, mais c'est vrai que ça devient plus dur. C'est vrai que ça devient plus dur après quand tu vieillis. Tu peux toujours le faire, mais ça devient plus dur. Et ça, je te l'accorde. Mais quand j'ai fait ce constat-là, je me suis dit, putain, j'ai pas envie de me retrouver dans cette situation. Bien sûr. Et donc, à la sortie de c'était mon apprentissage, je devais être, je devais valider, embaucher. J'ai refusé et je me suis dirigé vers mes passions parce que je me suis dit, il faut que j'essaye de courir après ma passion au moins une fois, tu vois. Bien sûr. Au moins, faut que je me donne les moyens. Et si vraiment ça foire, voilà, je ferai comme tout le monde, je prendrai un job alimentaire. Mais on a un peu le même parcours. Après, est-ce que au quotidien, comment tu le vis? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est dur? Écoute, la grande différence avec la vie d'un juriste, c'est que avant, je me levais à 6h30, j'allais à la salle des sports, ensuite je sortais mon chien, ensuite j'allais déposer mon fils à l'école, ensuite j'allais au bureau, à midi tapante, midi 15, on allait manger, on revenait à 13h30. À 15h, tu digères, tu tapes du nez, tu piques du nez là sur ta table. Tu fais genre, t'envoies des mails. dès que ta responsable arrive, tu te relèves comme ça. Tu fais des allers-retours dans les couloirs pour dire à tout le monde que tu travailles. T'envoies des mails au moins un mail à ta collègue. Je vois que tu connais bien. Ça sent le vécu, gratis. Je connais bien. T'as vu comment est-ce qu'on est des comédiens? Bref, tout ça pour dire qu'en fin de compte, on a, t'as une vie vachement rythmée, vachement organisée. Ouais. Là où sur la vie d'un créateur de contenu. Je laisse parler ma personnalité qui a toujours été celle de la désorganisation. C'est dire que t'es pas ce si matin, désorganisé tu m'as que ça. appelé, tu m'as dit Kevin, j'arrive là. Oh. Ah ouais, c'est vrai. Regarde, attends, je m'habille. Bref. Et ça, mais moi, c'était pas mieux. Hein. Je t'ai dit, moi, je suis allé déposer mes enfants. Je suis allé déposer les enfants. Je suis revenu à la maison. Je me dis, mais on est mercredi. Qu'est-ce que j'ai oublié? Comme dans ma maman, j'ai raté l'avion. Non, mais tout ça pour dire que vraiment, dans ma journée, elle est un peu freestyle. Mais c'est ce qui est passionnant. C'est que, en fait, ta journée est freestyle. Je cherche une anecdote.
J'en ai pas, là, tout de suite. Mais, tu sais, tu sors, tu rencontres telle personne, à la fin, tu finis dans tel endroit, dans tel autre endroit. Tu dis, putain, mais j'avais pas prévu de me faire ça, moi, aujourd'hui. Mais c'est génial. comment on s'est rencontrés, comment ça s'est fait? Je crois que je t'ai écrit sur Instagram parce que des membres de ma communauté m'avaient... Oui. Il m'avait dit, regarde le sketch qu'il a fait et tout, sur la mode ou je ne sais quoi. Et c'est comme ça qu'on a échangé. On a échangé et très vite, on s'est vu, tu vois. On s'est vu. Mais là, moi, je te parle de quelque chose d'encore plus, des fois encore plus dingue. Une petite anecdote. Parce que je reste toujours en contact avec mes amis qu'on fait du droit, qu'on fait l'ENA, maintenant c'est l'INSP. C'est plus l'ENA ou encore Sciences Po et compagnie. Et je me retrouve des fois où, ça m'est déjà arrivé dernièrement, salut mec, vas-y on s'attrape, on va manger un morceau, ok, on va manger un morceau, et d'un coup je me retrouve avec le mec qui travaille au Quai d'Orsay, il dit attends on va te faire un tour du truc et tout, et t'es là, c'est génial. C'est quoi ce bordel, et ça c'est cool, ou sinon tu te promènes dans Paris, tu sais que t'avais un truc à faire, et tu t'arrêtes, et tu regardes, tu dis ah ouais ça c'est beau. Alors tu le regardes, c'est beau parce que effectivement tu penses à une création, tu penses à quelque chose, et tu dis ah ça j'aime beaucoup et tout, et bon je vais essayer de faire quelque chose avec, et c'était pas prévu. Donc en fin de compte, t'as vraiment une journée où rien n'est prévu, où voilà quoi. La boutique Sifan, là, je marche dans la rue, je tombe dessus, je dis putain c'est quoi ce bordel. Je rentre, je regarde, je reste 1 heure dedans, je parle avec les gars, et en fin de compte, cette vie faite d'imprévus, ça t'ouvre plein de possibilités en fait. Et au-delà des possibilités, ça t'ouvre aussi une forme de... Il y a du piment dans ta vie. Mais de ouf. Parce que tu sais pas ce qui va se passer après, tu vas pas le lendemain, et ça fait kiffer. Est-ce qu'il y a pas une part, parce que la vie en entreprise, elle peut être épanouissante si c'est vraiment le métier que tu aimes. Oui, bien sûr. Ça, je cracherai pas dessus. Oui, mais il y a quelque chose de très limitant en entreprise, c'est que tu t'es en entreprise, quoi. Donc, t'es cadré. T'es dans une boîte, quoi. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une boîte. Ouais. Et donc, t'es limité dans cette boîte. Alors que quand t'es entrepreneur, artiste, t'as un océan, en fait, devant toi. Y a vraiment pas de limite. Tu vois ce que je veux dire? Et je me demande si on doit réfléchir de manière un peu plus philosophique, est-ce qu'il y a pas une dimension un peu, comment dire, on sait vraiment pas de quoi demain est fait, tu vois. Est-ce qu'il y a pas vraiment, où est-ce qu'on trouve cette foi, tu vois, où est-ce que tu trouves toi cette foi de te lever le matin? Est-ce qu'il y a pas une dimension, je veux pas aller jusqu'à dire une dimension divine, mais il y a quelque chose de très courageux, je trouve. Pas parce que je le fais moi, de très courageux et moi je trouve que je suis à la fois une baltringue courageuse, tu vois. Parce que je suis une baltringue, parce que j'ai pas envie d'aller tous les jours au boulot, c'est trop dur pour moi ça. Mais je me trouve quand même courageux parce que tous les jours je me lève le matin et je dois faire un truc et je dois trouver je dois nourrir ma famille, tu vois ce que je veux dire. En fait, je me demande où est-ce que toi tu trouves cette force, où est-ce que tu trouves cette foi en fait de te lever chaque matin. Je regardais hier un interview d'un de tes collègues, Fabrice Eboué, qui disait mes parents m'ont bien dressé. Et je pense que moi cette expression elle m'a beaucoup fait rire. Il dit mes parents m'ont bien dressé, effectivement, ils m'ont expliqué que le travail est au centre de la vie et qu'il faut travailler. Donc comment moi le matin c'est marrant comment tu fais la voix de Fabrice Eboué. Mes parents m'ont bien dressé, ils m'ont dit on dirait un mélange de Jean-Marie Le Pen et de mes parents m'ont bien dressé. Attention. Alors non, mais dans le timbre, j'avais l'impression d'entendre un blague Jean-Marie Le Pen. Oh, abuse-toi, abuse. Il a rien à voir avec, mais je te dis dans le timbre, je parle pas des idées politiques. Et résultat des courses, voilà, t'as cette idée de, oui, effectivement, t'as bien été dressé au travail, ce qui fait que, je suis formaté, que ce soit du droit, que ce soit quand j'allais à l'usine, ou que ce soit dans la création de contenu, je suis formaté à me lever de toute manière pour aller travailler. Et petite anecdote, faut savoir que mon beau-père, c'est quelqu'un d'assez dur. C'est-à-dire quand moi j'étais petit, arrivé à 16 ans, il m'a dit mon grand, les vacances d'été, tu vas pas les rester ici là, les doigts de pied en éventail, tu vas aller me chercher du taf. Et il aurait pu me trouver du taf avec ses connaissances, alors du taf à l'usine. Et il me dit non mec, tu vas te lever, tu vas faire ton CV, ta lettre de motivation, et tu vas aller les déposer. Et là-bas là,
Tu vois là, il y a un complexe avec des usines là, et il y a pas mal de boîtes là dans cette zone industrielle. Tu me les fais, tu te lèves à 5h du matin, tu vas toquer et tu vas déposer à 6h du matin. Donc moi, c'est comme ça que j'ai été élevé déjà. Ouais. C'est dire que voilà, le travail. Mais il y a une deuxième partie qui s'appelle la passion. Ouais, bien sûr. T'es animé par ce feu de la passion, C'est cette vrai. volonté de créer, de découvrir de nouvelles choses, de faire découvrir de nouvelles choses aussi, de faire de nouvelles choses. Parce que tu sais pas ce qu'il y a après. Donc, vu que ta vie n'est pas organisée parfaitement, il y a peut-être un truc là juste derrière qui est juste dingue. Non, c'est lourd. Ouais, c'est lourd. C'est vrai que oui, c'est important ce que tes parents te transmettent. C'est vrai que pour prendre exemple sur moi, encore une fois, moi j'ai vu mes parents bosser, tu vois. J'ai vu mes parents bosser et moi je viens d'un milieu pauvre. Hein. On n'était pas très aisé en tout cas quand on était en France. Mes parents, ma mère était fille d'un commerçant quand le Congo allait bien et elle avait une belle vie avant que ce soit le bordel au bled dans les années 90, dans le début des années 80, début 90. Et donc elle était commerçante. Mon père aussi venait d'une famille de commerçants. Mon père c'était un hustler, tu vois. Il faisait des jouets en bois et il les vendait. Tu vois ce que je veux dire, en ivoire aussi à l'époque où l'ivoire était moins recherché et donc, ils se débrouillaient. Et quand on arrivait en France, ils ont continué à se débrouiller, même quand ils trouvaient pas de travail. C'était pas une excuse. Ils faisaient des petits commerces et tout. Et effectivement, c'est peut-être en nous, en fait, le fait d'avoir vu soit nos parents ou d'avoir eu cette éducation qui... moi, j'ai toujours eu ce logiciel de la débrouillardise, en tout cas avec mes parents, de jamais se sont plaints, tu vois. Jamais se plaindre et toujours trouver des solutions. Et essayer, essayer, ouais. Et le commerce, vraiment, ils nous ont vraiment transmis, en tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression qu'ils m'ont transmis la fibre commerciale parce qu'ils l'avaient. Et parce que pour eux, faut pas réclamer, faut aller chercher, tu vois. Et c'est un peu ce que nous on a aussi chez les Congolais ou chez les chrétiens aussi. Les chrétiens, les chrétiens protestants, c'est souvent ils sont très comme ça aussi. Et comme mes darons sont très. J'ai une éducation chrétienne, tu vois. Ça vient peut-être de ça et ça reste en nous. Mais c'est pas. Il faut pas se mentir, c'est pas tous les jours facile. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux hommes qui nous écoutent? Je te dis, moi, ma problématique, et deuxième question dans la même question, c'est surtout les hauts. Autant les pantalons, tu vois, j'arrive à varier et tout, mais les hauts, j'ai du mal, vraiment. Est-ce que tu peux nous donner un conseil? C'est une question qui est vachement compliquée. Je pense que je vais répondre à la première et je vais donner un peu une réponse de Normand. C'est de dire... ta première question, c'était quel conseil tu peux donner aux hommes pour s'habiller. La réponse, c'est écoutez-vous. Ouais. Là, je te vois, t'es là. Hein, c'est pas la réponse que j'attendais. Non, vas-y, je vais essayer d'être quand même un peu plus précis, mais en fin de compte, garde en tête que tu viens peut-être d'un monde hip-hop, que t'as grandi peut-être dans une famille congolaise, que t'as un bagage en fait. T'as des choses que tu faisais avant qui t'ont marqué. Tu aimes peut-être le cinéma, t'aimes peut-être la musique, t'as peut-être vu des choses dans le cinéma et dans la musique. Il faut t'en inspirer. Donc c'est ça que ça veut dire quand je te dis écoute-toi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, et je sais très bien qu'il y a une démarche artistique là-dedans et que t'as des mecs qui sont là en mode vas-y gros, moi je m'en bats les steaks, je veux juste être bien habillé le matin et je dois partir, j'ai pas que ça à faire de regarder un film et savoir comment je vais m'habiller avec un film. Je l'entends. Et c'est pour ça aussi que des comptes comme les miens peuvent exister. C'est pour aider les hommes et mâcher une partie du travail. Et ensuite s'agissant de la diversité quant au haut que tu dois apporter, c'est une question que, pour être honnête, j'ai énormément de mal à y répondre. Moi, je l'ai dit au début de ce podcast, je suis assez passionné par le monde asiatique. Le monde asiatique, c'est violent, c'est pas violent, c'est merveilleux.
Pardon. C'est merveilleux parce qu'ils vont puiser dans leur culture. Dernièrement, Ikiji, ils t'ont fait un petit col Mao, tu vois, avec deux ficelles ici. Tu prends et t'accroches. T'as l'impression d'avoir à moitié un vêtement traditionnel. Tu vas avoir aussi leurs épaules, j'appelle des épaules en cloche, mais c'est des épaules raglantes ou des épaules tombantes, ou en fin de compte, ça va donner une autre forme à ta silhouette. Et ça, c'est juste dingue. Hier, j'ai découvert une marque qui s'appelle Yense et j'arrêterai ensuite. C'est pareil, tu vois. Le créateur, tu sens qu'il a été baigné dans un monde hip-hop. Donc, il t'a fait un bomber avec des manches bien boxy. Un vêtement bien boxy, bien crop en même temps, avec des matières tailleur. Et là, tu vois que dès lors que tu as des difficultés, il faut que tu ailles puiser à droite, à gauche et que tu fasses un métissage des univers pour essayer de créer quelque chose de nouveau. J'ai 2 autres questions. En termes de mode, déjà j'ai envie de connaître, selon toi, quelles seront les prochaines tendances. En tout cas, pour toi, c'est pas obligé d'être la réponse. Fashion faux pas. J'ai besoin de savoir aujourd'hui des choses qui ne passent pas. Le fashion faux pas. Qu'est-ce qu'on peut... En fait, il y a plein de fashion faux pas, mais tout à l'heure nous en parlions. Tu sais, une nana qui arrive avec des ballerines, pour moi à la base c'était un fashion faux pas. Et un jour j'ai vu une meuf sur Instagram, elle avait des ballerines. Je dis putain, elle a maîtrisé son bazar. Donc les fashion faux pas, faut faire attention parce que dans une époque ça peut être un fashion faux pas, mais dans une autre ça peut être extraordinaire. Je pense qu'un fashion faux pas, oui, il y en a un, ce serait de s'habiller sans prendre en considération sa morphologie. Alors, nous sommes dans une société... Non mais vas-y, tu sais quoi, on va en parler. Non mais on va en parler. Parce que nous sommes dans une société où on te dit aime ton corps, aime-toi comme tu es, c'est important et il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas pour que le vêtement cache ce que tu n'aimes pas voir sur ton corps. Je suis pour que le vêtement soit capable de t'embellir, de te mettre en confiance. Sauf que moi, quand j'étais petit, j'étais plus fin qu'aujourd'hui. J'étais extrêmement fin. Je pourrais t'envoyer des photos si tu veux. Donc, ça servait à rien de jouer au quinri et de m'habiller comme Lil Wayne avec de gros baggy. C'était pas fait pour moi. Ouais. La vérité, elle est là. Quand tu as un embonpoint, je pense que c'est pas forcément bon de mettre un taille basse skinny. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc ça, ce sont vraiment des fashion faux pas. C'est lorsque tu rentres dans la mode sans prendre en considération qui tu es d'un point de vue morphologique. Ça, c'est un fashion faux pas pour moi. Et je me permets de dire ça parce que quoi qu'il arrive, de toute manière, demain, cette règle ne changera pas. Elle évoluera pas. On peut dire les ballerines en 2010, je suis d'accord. À la mode, là, c'est plus à la mode. Non, à la mode, mais sur la morphologie, ça restera pour toujours, pour moi. Mais on est d'accord que... Moi, je me souviens, il y a des gens qui mettent des trucs trop serrés alors qu'ils ont fait trop d'excès. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des parties de leur corps qui ne peuvent pas être serrées. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas étrangler ta cuisse. Tu peux pas étrangler ton ventre juste parce que tu veux faire passer un habit, ou à l'inverse. Ouais. Et les gens, c'est vrai, ils sont trop fins. Frère. Ils mettent des parachutes. C'est trop. C'est ça. Et après, sur les tendances à venir, le monde je pense que le monde asiatique ça depuis maintenant plusieurs années nous influence pas mal. Donc moi, mes tendances à venir, ou du moins celles que j'exploite actuellement, ça va être effectivement le monde asiatique, mais aussi les années 70. Je suis assez passionné par ce qui va se passer aux États-Unis dans les années 70. C'est un monde qui s'ouvre vers toujours plus de liberté, vers les grands espaces. T'as le western qui est rejoué, t'as des pantalons plus flair, et on le voit d'ailleurs dans le dernier défilé de Louis Vuitton, de Pharrell Williams pour Louis Vuitton. Voilà, t'as ce côté-là. Et après, qu'est-ce que je peux dire de plus? Pour être honnête, je suis pas quelqu'un qui m'intéresse à la mode en tant que trend. Je m'intéresse, comme tu l'as dit au début de cet échange, je m'intéresse aux vêtements, je m'intéresse à la matière, à la coupe. Et ce qui me fait kiffer, c'est ça, en fin de compte. Donc, prendre en considération les trends, c'est... Voilà. En tout cas, Kevin... Merci d'être venu jusqu'à mon village.
pour échanger avec moi. Merci encore une fois. N'hésitez pas à le suivre sur les réseaux sociaux. Il a un Insta, il a un TikTok qui fonctionne très très bien. Si vous avez des pannes d'inspiration, si vous avez besoin de connaître des nouvelles coupes, des nouvelles tendances, en tout cas ajouter du piment dans votre manière de vous habiller, n'hésitez pas à aller le suivre sur les réseaux. Merci beaucoup Kevin Tipstyle. Dernier mot pour toi. Merci beaucoup Dikosh. Et n'oubliez pas que s'amuser, du moins s'habiller, c'est s'amuser, c'est une cour de récréation et les règles sont importantes, mais elles ne sont pas essentielles et indispensables.